Bonjour et bon réveil, bienvenue sur E24. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans notre deuxième heure d'information en direct du port de Jaffa. Il est ici 9h10, 8h10 à Paris. On parle économie à présent. Le forum de Davos s'est achevé sur un bilan plutôt positif malgré, comme chaque année, des critiques contre la réunion du club des riches. Voici donc le bilan en images signé Gabriel Nolin. Fin des discussions pour les 2500 chefs de grandes entreprises et leaders politiques présents à Davos. Au terme de 4 jours de forum, séminaires et débats, le sommet s'est terminé sur une session sur l'économie mondiale. La révolution numérique, thème de la rencontre, s'est vue dépassée par les inquiétudes qui pèsent sur l'année 2016. Le ralentissement de la croissance de la Chine, tombé à son plus bas chiffre cette année, 6,9%, a occupé une place majeure des échanges, beaucoup craignant qu'une crise mondiale en découle. Une hypothèse que la directrice du FMI, Christine Lagarde, a réfutée. À propos de la Chine, j'entends depuis des années dire que l'on est sur le point d'avoir un atterrissage compliqué. Toutes les personnes sur ce panel vont vous dire que nous ne voyons pas d'atterrissage compliqué. La chute du prix du baril de pétrole, mais aussi la crise des migrants et son impact sur l'Europe ont également été évoqués. C'est la crise des réfugiés qui est un peu ça passe ou ça casse, de mon point de vue personnel et non du point de vue du FMI. Parce que du point de vue du FMI, si la crise des réfugiés est bien menée, si le processus d'ingérence est mené d'une manière cohérente et organisée dans le court moyen terme, ça ira vers la hausse. Et nous avons pensé que pour la zone euro en moyenne, ça serait une croissance de 0,2% jusqu'à 0,5% pour les pays comme l'Allemagne ou la Suède qui sont les plus susceptibles d'intégrer les réfugiés. Cette année à Davos, c'est aussi celle de la réconciliation avec la France. Pour la première fois, un chef de gouvernement socialiste s'est rendu sur place. Manuel Valls et son ministre de l'économie, Emmanuel Macron, ont participé aux discussions. Le Brexit, sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, a été abordé. Je suis optimiste quant au fait que nous allons avoir un bon accord pour la Grande-Bretagne et un bon accord pour l'Union européenne. Je pense que le peuple britannique voudra rester dans une Union européenne réformée. Le changement climatique, la guerre contre le terrorisme, la croissance des pays émergents, autant de thèmes qui ont été débattus lors de cette conférence de l'élite économique mondiale. Le président du Forum économique de Davos le dit lui-même, il n'a jamais eu à aborder autant de problèmes depuis sa création. Et pour parler de ce forum de Davos, nous sommes rejoints par Laurent Actuel. Bonjour, spécialiste des questions économistes. Vous analysez l'économie internationale pour nous sur i24 News. Alors, on retiendra quoi de ce sommet 2016 de Davos? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un succès parce que beaucoup de gens se sont déplacés. Plus de 40 chefs d'État. Il y avait des critiques en amont, mais au final, Davos, c'est un lieu important où être. Beaucoup de choses se font dans les couloirs, beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres. Beaucoup de stars étaient là et on a retenu plusieurs personnalités qui s'étaient déplacées, mais aussi la star s'appelait Hubo cette année. C'est le robot qui a été mis en place, qui pèse plus de 80 kilos, qui sert un peu à faire, qui est un peu l'homme idéal, mais qui sert aussi dans les tâches, qui peut servir dans les tâches ménagères, mais aussi à rentrer dans une nucléaire. C'est l'homme idéal pour les tâches ménagères. Peut-être, non mais surtout qui peut rentrer, c'est un vrai, qui peut rentrer pour nettoyer une comme un humain. Comme un humain, exactement. Dans les usines, etc. Plusieurs choses ont été discutées, notamment la 4e révolution technologique. C'est bien, des progrès ont été faits, et tout ça dans un paradoxe un peu au moment où il y a une montée du populisme qui a été discutée. Donc c'est aussi comment réduire les inégalités dans le monde. Ces gens-là ont plusieurs préoccupations, faire avancer le monde, mais aussi réduire les inégalités, réduire le populisme et parler des problèmes actuels, dont la crise migratoire. Voilà, c'est un peu les sujets qui étaient abordés à ce forum de Davos. Donc on a la crise migratoire, ce robot et donc la 4e révolution industrielle. Oui, exactement. Après, il y a beaucoup de choses qui se disent à Davos. On ne sait pas tout parce que il y a beaucoup de rencontres qui se font. Il y a beaucoup de choses qui émergent. En tout cas, les gens veulent être présents à Davos et ça montre que c'est un endroit où il se passe vraiment des choses. C'est un forum un peu spécial où il se passe vraiment des choses et on ne peut pas tirer des conclusions concrètes, mais en tout cas, il se passe des choses, il y a beaucoup de discussions, et on aborde des sujets, il y a beaucoup de discussions, et c'est intéressant. Alors, autre actualité économique de ce matin, c'est le président François Hollande qui atterrit en Inde. Son objectif, c'est évidemment les relations entre les deux pays. Il doit finaliser également la vente de 36 avions Rafale que la France finit finalement par réussir à vendre un peu partout dans le monde. On retiendra quoi de cette visite? C'est le succès économique de la France finalement d'un point de vue militaire? Ouais.
C'est la vente de Rafale. Il est là pour finaliser la vente de Rafale qui a traîné, qui devait se faire depuis un moment. Le Rafale, c'est un peu le produit star de l'économie militaire française. François Hollande beaucoup de temps à se vendre. Beaucoup de temps à se vendre, mais qui reste quand même le produit populaire. François Hollande a remis son chapeau de président qui va représenter la France pour les intérêts économiques. C'est un président à plusieurs casquettes, c'est important. Le volet économique est très important. C'est dommage que la France n'aille pas plus loin dans les relations avec l'Inde, qui est un grand pays qui fournit des hommes, des techniciens importants. Il y a beaucoup de relations à développer entre la France et l'Inde, pas seulement vendre des Rafales. On appelle donc à développer de manière plus approfondie les relations avec l'Inde et pas uniquement sur la vente d'avions. Alors on continue de parler économie, mais cette fois en Russie où la pauvreté s'aggrave, illustration de ce phénomène avec les revenus de Maria et Sergueï qui ont été divisés par 5 depuis 2014. Le couple vit dans son appartement du sud de Moscou qu'ils partagent avec plusieurs de leurs enfants et petits-enfants qui eux aussi peinent à joindre les deux bouts. Regardez ce reportage. La cuisine de Maria et Sergueï est moins fournie depuis l'an dernier. Pour ce couple russe, gourmet et friand des bonnes choses, la crise économique a changé leur quotidien. Terminés les produits importés, les petits plaisirs du quotidien et les vacances, ils doivent désormais tout compter. On doit aller faire les courses avec une calculatrice et compter combien ça va nous coûter. Avant, je ne le faisais pas. Je savais que j'avais de l'argent et que ça suffisait. Mais maintenant, je dois calculer pour savoir ce que je peux acheter ou pas. Comme des millions de familles russes, le couple subit la crise de plein fouet. Maria a été travailleuse sociale et a été licenciée l'an dernier. Elle vit désormais de sa retraite, environ 175 € par mois. Sergueï, lui, est architecte mais s'est retrouvé au chômage technique ces derniers mois. À eux deux, ils touchent désormais 350 € mensuels, des revenus divisés par 5 par rapport à 2014. Le couple vit modestement dans cet immeuble du sud de Moscou avec plusieurs de leurs enfants et petits-enfants qui peinent eux aussi à joindre les deux bouts. Alors voilà, ici c'est la chambre de notre fils cadet. Là c'est notre chambre avec mon mari et notre belle-fille. Et ici notre autre fils avec sa famille. Ils sont 4 en tout. Officiellement, le chômage n'augmente pas en Russie. Gouvernement et entreprises préfèrent baisser salaires et heures travaillées plutôt que de licencier. Une manière de préserver les statistiques et les licenciements secs, mais dans les faits, 40% des entreprises disent avoir réduit leurs effectifs. 21 millions de Russes vivent désormais sous le seuil de pauvreté, soit 15% de la population. Notre gouvernement n'a rien fait quand les prix du pétrole étaient élevés pour développer la production du pays. La situation est bien triste et on a honte de voir que notre pays est devenu un paria sur la scène internationale et qu'il ne se conduit pas bien. Le couple a déjà survécu à plusieurs périodes de récession depuis la chute de l'URSS. Ils disent les avoir traversées car ils étaient plus jeunes et plus optimistes. Mais cette fois-ci, ils confient que l'espoir a disparu et que l'avenir les inquiète. S'ils venaient à tomber malades, ils ne savent pas comment ils pourraient se soigner. Laurent, comment on explique cette popularité de Vladimir Poutine malgré ce bilan économique désastreux ? Inexplicable. C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Combien de temps ça va durer ? L'économie russe s'enfonce de plus en plus. Le rouble atteint des niveaux les plus bas vendredi en séance à la bourse. Les inégalités entre les riches et les pauvres se creusent de plus en plus. On n'a pas du tout tiré bénéfique des ressources pétrolières ces dernières années. Et Poutine reste dans les sondages au plus haut. Difficile à expliquer, il joue sur la partie géopolitique, la peur de l'Europe. Voilà. Merci beaucoup Laurent. Tout de suite, le reste de l'info en bref et en images. Déjà 17 morts aux États-Unis dans la tempête Jonas. Les aéroports de Washington restent fermés aujourd'hui. Le calme devrait toutefois revenir dans le courant de la journée.
Emmanuel Macron en visite à Moscou pour une visite de 2 jours. Le ministre français de l'économie doit rencontrer demain son homologue russe pour parler coopération en dépit des sanctions liées à la crise ukrainienne. Les Portugais sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire un nouveau président, un scrutin que le candidat de droite Marcelo Rebelo de Sousa pourrait remporter dès le premier tour selon les sondages. On change totalement de registre avec vous, Sandy Fortis. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la période préférée des fashionistas, c'est comme ça qu'on dit, fashionista. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. C'est la Fashion Week de Paris. Quels sont les défilés à ne pas manquer? Déjà, qu'est-ce que c'est fashionista, pour être bien clair? Fashionista, c'est les fans de mode, voyons, Julien. Oui, donc je n'en suis pas un, visiblement. Alors, quels sont les défilés à ne pas manquer à cette Fashion Week de Paris qui commence? Alors voilà, le top départ des défilés haute couture, c'est ce soir avec l'atelier Versace. Les grandes maisons de couture vont ensuite se succéder sur les podiums. Au programme, entre autres, Schiaparelli, Christian Dior, Alexandre Vauthier, Elisa, Valentino, la maison Margiela et bien sûr les incontournables Chanel et Jean-Paul Gaultier. Une trentaine de défilés sur 5 jours qui vont nous faire rêver. 3 Vous shows. faites rêver, ça c'est sûr. Vous aussi un petit peu, avouez. On regardera. 3 shows à ne pas manquer. Le défilé Christian Dior sans Raf Simons, puisque le créateur a quitté la maison en octobre dernier. Une vraie onde de choc. Le défilé du 25 se fera donc sans directeur artistique, mais uniquement avec la design team de Dior. Une situation qui nous rappelle 2011, après la séparation de la maison d'avec John Galliano. Autre défilé, celui de Yi Qingyin, né en Chine mais établi à Paris. Le designer fait désormais officiellement partie des créateurs haute couture. Enfin, Guo Pei, qui fermera les défilés de cette Fashion Week haute couture. Invité spécial, le designer chinois rejoint pour la première fois les podiums parisiens. On a hâte de découvrir ses créations. Mais en attendant, j'ai voulu m'attarder spécialement pour vous, Julien, sur les collections hommes présentées cette semaine. C'est gentil, comme ça je saurai comment m'habiller avec ce froid qui frappe la région. À commencer par celle du Belge Dries Van Noten, une très belle collection aux silhouettes variées. Le créateur a décidé de ne pas choisir entre gentleman élégant et adolescent cool. Il a préféré prendre le meilleur des deux et créer une allure hors du temps qui vous irait très bien, je pense. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Chez Maison Margiela, on retrouve tout au long du défilé un peu les mêmes pièces originales avec toutefois quelques variations au niveau des détails. Long manteau, trench aux ourlets grignotés et pull en maille, une collection qui n'a toutefois pas reçu la touche de John Galliano, qui n'intervient pas toujours directement sur le prêt-à-porter masculin. À noter également le défilé de la marque Pigalle par Stéphane Hachepoul, le grand gagnant du dernier concours de l'ANDAM, l'Association nationale de développement des arts et de la mode. Le jeune créateur a délaissé l'esprit sportwear de ses débuts pour une collection plus androgyne très mode cette année, plus délicate, broderie multicolore sur des vestes et des par-dessus et organza pastel ornant pantalon et blouson, un peu moins votre style. Non, en tout cas, ce que je retiendrai, c'est votre prononciation incroyable des noms asiatiques dans cette Fashion Week. Je me suis entraînée. Vous vous êtes entraîné, vous l'avez fait parfaitement bien. Laurent, vous avez peut-être... J'étais impressionné. Vous êtes impressionné, vous aussi. Je vous ne poserai pas de questions sur les retombées économiques de la Fashion Week. Pas tout de suite, non. Pas tout de suite. Bien, on va continuer. Mais il y en a, bien entendu. En tout cas, le reste de l'actualité est peut-être moins glorieux avec à l'étranger. Conduire, qui peut être le prix de la liberté, mais à Kaboul, dans l'une des villes les plus dangereuses du monde, une jeune Afghane a décidé de prendre le volant. Elle était fatiguée d'être harcelée en attendant un taxi pour se rendre au travail. Mais la route est aussi pleine d'aventures. La liberté a un prix. Regardez. Musique à fond, cheveux au vent, Roxana Razameh ne passe pas inaperçue dans les rues de Kaboul. Les hommes au volant réagissent par condescendance ou plus dangereux n'hésitent pas à l'emboutir juste pour pouvoir l'aborder. Maintenant, je suis à l'aise parce que quelque part, je connais les astuces. Je sais comment protéger ma voiture de ces gens-là. Mais au début, j'avais un accident de voiture tous les jours. Tous les jours. Pour les femmes, la route est donc risquée et à l'auto-école, on leur conseille d'être extrêmement prudentes. Entre la formation que suivent les hommes et celle que suivent les femmes. Mais nous recommandons aux femmes d'être patientes au volant si jamais quelqu'un essaie de leur faire une queue de poisson, par exemple. Jusque dans les années 90, une femme au volant était monnaie courante en Afghanistan avant que la guerre civile puis les talibans n'enlèvent les femmes des voitures. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à oser y revenir. Les gens commencent à s'y habituer.
Je suis heureuse que des jeunes femmes conduisent parce qu'il y a beaucoup de problèmes ici. Alors je suis heureuse pour elles, qu'elles soient courageuses, qu'elles aient de l'espoir. Et ce gars est toujours en train de nous suivre. Au volant de sa Toyota, elle ne se décourage pas. 1000 femmes sur 5 millions d'habitants sont en train d'apprendre, comme elle, à conduire. Voilà pour ce reportage. Tout de suite, un journal complet avec l'actualité de ce matin. Ça sera présenté par Éléonore Veil. Et on se retrouvera juste après pour parler de l'enterrement très émouvant de René, le mari de Céline Dion. On décryptera ces funérailles impressionnantes sous les caméras du monde entier et ce défilé de stars. Ce sera donc juste après un journal présenté par Éléonore Veil.